Alors, je suis née à Montréal, mais j'ai grandi à Québec, dans la ville de Québec, et j'ai grandi dans un milieu très universitaire, en fait. Mon père était, quand j'étais toute petite, mon père était prof d'université, il était prof en génie civil. Ma mère faisait un doctorat en littérature, donc moi, j'ai vraiment grandi à l'université. J'ai des souvenirs de, quand j'étais toute petite, là, d'être dans le bureau de mon père. À ce moment-là, il y avait des tableaux, puis on dessinait à la craie. Quand j'étais petite, on faisait des courses dans les corridors d'université. J'ai vraiment baigné dans le milieu universitaire, puis c'est sûr que ça m'a marqué. C'est sûr que ça facilite beaucoup les choses, hein, quand on vient d'un milieu. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit beaucoup de reproduction sociale, les médecins qui ont des enfants qui deviennent médecins, etc. Donc, moi, le milieu universitaire, c'est quelque chose dans lequel j'ai toujours évolué, et je trouve que la recherche, c'est un milieu merveilleux parce que ça permet de répondre à notre curiosité, de pouvoir répondre à des questions qu'on se pose. Un peu, ça nous remet un peu dans notre âme d'enfant, là, de pourquoi ceci, pourquoi cela, et puis je pense que ça m'a marqué beaucoup dans ce sens-là. J'ai fait mon doctorat à l'Université de Montréal en santé publique. Moi, j'ai fait un doctorat vraiment en santé publique dans une perspective assez classique de santé publique, en fait. Moi, j'ai fait vraiment ce qu'on appelle de l'épidémiologie sociale. Avant, personne ne savait ce que c'était l'épidémiologie. Maintenant, les gens connaissent davantage. Alors, moi, ce qui m'intéressait, c'était évidemment, de façon générale, les déterminants sociaux de la santé des mères. Je me suis inscrite dans le cadre d'une étude de plus grande ampleur, qui était une étude longitudinale, quantitative, où on regardait d'abord la santé des mères et leurs conditions de vie à la naissance, ensuite après 6 mois, puis ensuite après 1 an. Et donc, on essayait de voir les liens entre les conditions matérielles dans lesquelles ces femmes étaient et puis leur santé, et notamment la dépression à la période postnatale. Donc ça, c'était, je dirais, le thème de la recherche globale. Et moi, le volet là, que j'ai développé pour ma thèse, c'était les conditions liées à leur emploi, donc leur rapport à l'emploi, leurs conditions de travail, et comment ces conditions-là avaient un effet sur leur santé mentale, sur leur dépression après la naissance. Et bon, ce qu'a démontré cette thèse-là, de façon assez peu surprenante finalement, mais c'est que les conditions de vie, les conditions de travail des mères sont très déterminantes pour la suite. J'ai choisi de vous parler de ce livre-ci qui s'appelle Understanding Depression, les approches féministes constructivistes là, sur la dépression de Janet Stoppard. Et la raison pour laquelle je l'ai choisi, c'est que c'est le livre en fait qui m'a amené à faire le passage de l'épidémiologie sociale vraiment à la sociologie de la santé et à une réflexion non seulement sur les dimensions sociales de la dépression, en fait mon sujet qui était la dépression postnatale, mais à la construction sociale du diagnostic de dépression postnatale, et qui m'a amené par la suite vraiment à avoir une réflexion beaucoup plus sociologique sur la construction sociale des connaissances médicales, sur les frontières floues entre le normal et le pathologique, et à tout ce qu'on apprend finalement en sociologie de la santé. Et ce livre-là était vraiment un livre qui m'a ouvert les yeux sur ces enjeux-là et qui permettait vraiment, avec des exemples très, très concrets et tirés de recherches qualitatives formidables, qui m'a amené beaucoup à m'intéresser aussi à travailler dans une perspective beaucoup plus qualitative, ce que je fais maintenant, donnait des exemples sur des conditions de vie des mères et le fait que ces conditions de vie-là, donc moi j'avais étudié dans mon doctorat, mais faisaient en sorte que d'être triste, de pleurer, de perdre espoir, tous les symptômes finalement de la dépression, mais dans plein de conditions, c'est une situation plutôt normale en fait. Hein? Puis qu'est-ce qui fait qu'on décide à un moment donné que, par exemple, lorsqu'on vit un deuil, les mêmes symptômes mènent pas à un diagnostic de dépression, mais lorsqu'on vit une situation très difficile, d'avoir un bébé par exemple qui va pas bien, ou d'être seul, ou d'avoir des graves problèmes financiers, ben là les mêmes symptômes mènent à un diagnostic de dépression. Donc, toute cette réflexion-là aussi sur le caractère parfois normal des symptômes dépressifs, c'est vraiment dans cet ouvrage-là que je l'ai trouvé. Ce qui m'a marqué vraiment, c'est une de mes recherches que j'ai faites il y a quelques années, où on s'intéressait au travail domestique et de soins qui était réalisé par les mères d'enfants autistes. Et mon sujet, là, maintenant, je travaille beaucoup sur la question de l'autisme et de la maternité en contexte d'autisme. Et dans le cadre de cette recherche-là, on avait développé un dispositif méthodologique original qui
était en 3 étapes. En fait, dans une première étape, on faisait une entrevue avec les mères pour leur poser des questions sur un peu leur routine et puis les différentes tâches qu'elles réalisaient avec leur enfant. Et dans un deuxième temps, on leur demandait pendant une semaine de prendre des photos ou des enregistrements vidéo ou audio pour documenter le travail domestique qu'elles faisaient avec leur enfant, leur travail de soins. Et à la fin de cette semaine-là, on faisait une autre entrevue où là, elles nous présentaient ces photos-là et elles nous parlaient autour de ces photos-là. Et ce qui m'a marqué de cette expérience ou de cette recherche-là, c'est non seulement les résultats qu'on a obtenus, mais surtout l'écart incroyable entre leurs propos à la première entrevue et leurs propos sur la base de notre dispositif, c'est-à-dire lorsqu'elles racontent leur vie à travers le médium que sont les photos qu'elles avaient prises. Et ça m'a vraiment fait réaliser à quel point un dispositif méthodologique, c'est quelque chose de majeur pour la qualité des données et de l'analyse qu'on peut avoir. Le cours que je préfère, c'est un cours de bac et c'est un cours de première année de bac et c'est le cours de sociologie de la santé que je donne généralement en cours d'été. Et c'est un cours que j'adore donner pour plein de raisons. D'abord parce que c'est un cours qui est pris justement par des étudiants de première année très souvent, des étudiants aussi qui sont pas de sociologie. Et c'est un cours où, avec les étudiants, là, comme on découvre la sociologie de la santé. Et surtout en santé, les gens, pas seulement les étudiants, la population en général a une vision très formatée, très biomédicale de la santé. La santé, c'est les médecins, c'est les hôpitaux, etc. Et les dimensions sociales de la santé, puis la sociologie de la santé, puis la construction sociale des connaissances médicales, puis toutes ces thématiques-là, ce sont des thématiques qui sont très importantes, assez peu connues finalement, et qui nous permettent de nous ouvrir les yeux, non seulement sur un plan académique, pour la suite de notre formation si on est étudiant, mais aussi pour la vie, hein. Le type de recherche que je fais, moi je fais beaucoup de recherche participative. Donc je fais de la recherche avec la communauté, avec des personnes autistes dans mon équipe de recherche. Je suis partenaire avec la Fédération québécoise de l'autisme et donc je suis vraiment dans une dynamique où la recherche nous sert, oui, à comprendre des choses, mais aussi à donner des outils à ces acteurs communautaires et même, je dirais, à des décideurs politiques quand on a la chance de faire de la mobilisation de connaissances auprès de décideurs, quand on a la chance de faire des conférences auprès de gens qui font de l'intervention, etc. Donc, on a un rôle très important à jouer.